Seigneur, tu me vois. 1949. Nouvelle de Patrick Quentin, publiée dans Mystère Magazine numéro 35, décembre 1950. Seigneur, tu me vois. La pendule du bureau sonna 5 heures. Mr. Loomis la regarda en fronçant les sourcils. Mr. Loomis détestait et redoutait cette heure-là autant que la plupart des hommes redoutent la mort. Et pour lui, cette heure marquait bien la mort chaque jour, puisque c'était celle à laquelle il devait quitter le bureau. C'était seulement au bureau que Mr. Loomis se sentait un homme d'importance. Il referma son grand livre et, avec un petit soupir, l'emporta dans le coffre. Il passait le plus de temps possible à mettre de l'ordre sur son bureau, déjà si méticuleusement rangé. Il aligna ses crayons, d'abord verticalement, avant d'opter en définitive pour l'horizontale, puis déplaça ses encriers, avant de s'en aller enfin chercher son chapeau et son pardessus. Quand il ressortit du vestiaire, coiffé de son vieux melon, avec son pardessus noir au col de velours usé, il ressemblait à n'importe quel petit homme fatigué vivant dans ce Londres d'après le Blitz. Sa moustache était effrangée comme ses manchettes, ses dents de devant avaient besoin de soins, et il était beaucoup trop voûté pour un homme de 50 ans. Sa journée de bureau était terminée. Maintenant, il ne lui restait plus que le plaisir de dire bonsoir à Miss Anderson. Mr. Loomis hâta légèrement le pas quand, passant au rez-de-chaussée, il vit qu'il y avait encore de la lumière dans le bureau de Mr. Tinker. Rose Anderson était la secrétaire du président. Elle était aussi directrice commerciale. Et occasionnellement, car Tinker et Smith s'occupaient beaucoup de spécialités médicales pour enfants, directrice du service de la mère. Elle faisait usage de ce dernier titre pour signer les lettres relatives à l'élixir contre le croup ou au vermifuge, qui étaient deux des best-sellers de la firme. Vous avez eu beaucoup de travail, Miss Anderson? C'était la formule traditionnelle dont il usait presque chaque jour depuis des années. Comme ci, comme ça, Mr. Loomis. Je suis en train de terminer quelques lettres. Rose Anderson releva la tête et sourit, révélant des dents presque parfaites. Malheureusement, c'était la seule chose qu'elle eût de bien. Son nez était trop grand et, derrière ses lunettes sans monture, ses yeux étaient trop petits. Ses cheveux avaient toujours l'air de constituer le nid d'une cigogne propre, mais désordonnée. Néanmoins, elle plaisait à Mr. Loomis. En fait, étant un incorrigible romanesque, il avait même peut-être été un peu amoureux d'elle pendant bon nombre d'années. Oh, il s'agissait d'un sentiment parfaitement respectable, car Mr. Loomis était ce qui se faisait de mieux, en fait, d'homme marié.
Il aurait même probablement ignoré le prénom de Miss Anderson si, en tant que comptable de la firme, il n'avait eu chaque mois à rédiger une feuille de paye au nom de Rose K. Anderson. Il se demandait parfois de quel autre prénom K pouvait bien être l'initiale. Tout avait commencé avec la photo jaunie que Miss Anderson, juste pour s'amuser, avait montrée à Mr. Loomis quelques 10 ans auparavant au cours du pique-nique organisé à l'occasion du mariage de Mr. Tinker. On y voyait, jambes nues, la petite Rosie Anderson, à l'âge de 8 ans, suçant avec délice un sucre d'orge sur la plage de Burnham-on-Sea. Mr. Loomis avait effrontément volé cette photo et la gardé retournée dans un tiroir fermé du bureau qu'il avait chez lui. De temps à autre, il la regardait en se disant que Miss Anderson, qui avait maintenant la quarantaine, aurait pu être mère de plusieurs petites filles comme celle-là. Et peut-être pensait-il que si Miss Anderson et lui... Mais non, Mr. Loomis, répétons-le, était marié à une femme fidèle et des plus estimables, dont les lèvres n'avaient jamais touché l'alcool, le tabac ou celle d'un autre homme que son mari. Eh bien, bonsoir, Mr. Loomis. Bonsoir, Miss Anderson. Mr. Loomis remit son chapeau melon et sortit dans ce miasme épais que constitue Clerkenwell par un soir de janvier. Il vit avec satisfaction qu'il y avait une longue file de gens attendant l'autobus de Pimlico. Avec un peu de chance, il manquerait le premier, peut-être même le second, et retarderait ainsi le moment où il frapperait à sa porte d'entrée et se retrouverait chez lui. Tandis qu'il attendait, ses doigts explorèrent ses poches. Leur contenu eût fait honte à n'importe quel écolier ayant tant soit peu d'amour-propre. Il s'y trouvait 2 morceaux de sucre, le petit gâteau, 2 pinces de supplément, soigneusement mis de côté au moment du thé, et aussi une pastille pour la toux, un demi-biscuit enveloppé dans une vieille facture, et 2 enveloppes commerciales à en-tête de la firme. Dans l'une d'elles, Mr. Loomis entassa avec satisfaction ses menus gâteries qu'il destinait à sa plus récente fille. Mr. Loomis, père ayant manqué sa vocation, adorait les petites filles. Il avait eu quantité de filles dont il s'était gagné le cœur de différentes façons. Il y avait eu Lucy Green, avec ses anglaises et ses yeux bleus, qu'il avait conquises grâce à des jouets confectionnés secrètement par lui dans son minuscule atelier. Belinda Wren, qui maintenant avait elle-même des enfants, avec ses cheveux courts et ses taches de rousseur, pour qui il avait mis au pillage le sac de chiffon de sa femme, afin de lui confectionner des poupées et des ours. Il y en avait eu bien d'autres encore, dont les visages s'étaient éclairés
à la vue de Papa Papy. Son dernier amour était Dinah Milton, qui était venue récemment habiter avec sa mère la maison voisine. C'était un bout de gosse, avec autant d'appétit qu'un régiment, mais Mr. Loomis voyait son petit corps osseux à travers des lunettes roses, car il lui rappelait cet autre petit, oh si petit bout de fille dont il gardait la photo jaunie enfermée dans son tiroir. Il y avait quelque chose de particulièrement touchant dans la gourmandise de Dinah, car les restrictions alimentaires sévissant en Angleterre étaient pénibles pour les petites filles affamées. Mrs. Loomis désapprouvait totalement les façons de faire de la mère de Dinah parce qu'elle avait une liaison. Il allait sans dire qu'elle désapprouvait aussi l'existence de Dinah. La stérilité de Mrs. Loomis ne l'incitait pas à se montrer affectueuse envers les rejetons des autres. L'autobus dégorgea enfin Mr. Loomis et celui-ci continua son chemin dans la pénombre des rues familières, longeant des petites maisons de briques, toutes semblables, jusqu'à ce qu'il atteignît celle qu'il appelait la maison. Il gravit lentement les marches du perron et donna un coup de heurtoir à peine audible. Il n'avait pas droit à une clé. La porte lui fut ouverte par sa femme, grande, non sans charme, avec un teint qui avait été de pêche, mais maintenant plutôt prune. « Tu es en retard, Mr. Loomis, dit-elle de la voix de quelqu'un las de devoir répéter toujours la même chose. Tu as été retenu au bureau, je suppose ? Non, non, ma chérie, dit Mr. Loomis, en déposant un baiser sur la joue purpurine de sa femme. Mais il y avait la queue pour prendre l'autobus. Vraiment, Londres devient impossible. Il se déplaça à la façon d'un crabe pour aller raccrocher son chapeau et son pardessus dans le placard du vestibule, craignant que le regard de sa femme pût, tels les rayons X, déceler ce qu'il dissimulait dans sa poche. « Bon, mais ne t'en prends pas à moi si le dîner est trop cuit. » Tournant son large dos, Miss Loomis se dirigea pesamment vers la cuisine tandis que son mari passait dans le petit salon. Il sortit une boîte d'allumettes de sa poche et alluma le bec de gaz, car sa maison n'avait pas encore l'électricité. Mr. Loomis s'assit délicatement sur une des chaises flanquant le petit radiateur à gaz qu'il se risquait à allumer seulement après le dîner. Il regarda la pièce d'un œil morne, sans remarquer qu'il y régnait, comme à l'accoutumée, une propreté et un ordre méticuleux. Il la trouva seulement d'une incroyable tristesse. Son regard se posa sur le texte encadré surmontant la cheminée. « Seigneur, tu me vois. » Mr. Loomis, le dîner est servi. Avec obéissance, Mr. Loomis se leva aussitôt et passa dans la minuscule salle à manger, après avoir été récupérer les enveloppes demeurées dans son pardessus. Il y avait une nappe propre sur la table bien mise, où était servi un steak de baleine cuit à l'étouffée avec des oignons. Il y avait aussi
un plat de pommes de terre frites, des choux de Bruxelles et du pain et de la margarine. Comme Mrs. Loomis l'affirmait chaque soir, ils n'auraient pas eu un meilleur dîner s'ils avaient été au palais de Buckingham. Mais c'était un dîner qui lui était familier. Et la conversation de sa femme durant le dîner lui était également familière. Mr. Loomis n'écoutant qu'à demi, tandis que Mabel lui parlait de ses exploits chez le boucher, où elle s'était faufilée en tête de la queue chez l'épicier qu'elle avait cajolé pour qu'il lui donne un peu de farine en supplément, ou du relâchement moral scandaleux de ses voisins en général et de Mrs. Milton en particulier. Des bouteilles et des bouteilles de bière, des hommes à toute heure, du jour et de la nuit, et son espèce de gosse. Je suis convaincu qu'elle ne vaut pas mieux que sa mère, assise sur le mur de notre jardin, avec les jambes nues, en cette saison, avec les jambes nues. Tandis que Mr. Loomis mâchait son Antarctic steak, il imagina la petite Dinah Milton perchée sur son mur, attendant avec espoir les friandises qu'il s'efforçait toujours de rapporter chez lui à son intention. De façon incongrue, ses jambes nues se confondirent avec une autre paire de jambes enfantines vues sur une photo jaunie qui avait été prise à Burnham-on-Sea. Les jambes nues en janvier. Mrs. Loomis s'était levée avec lourdeur et commençait à débarrasser la table. Le fait qu'elle tolérât rarement la présence de son mari dans la cuisine était une de ses nombreuses qualités, mais cette vertueuse attitude rendait beaucoup plus difficile le devoir que se faisait Mr. Loomis de voler quelques reliefs pour l'insatiable petit cormoran habitant la maison voisine. Il mit à profit l'absence de sa femme pour prendre dans son assiette un petit morceau de pain et de margarine qu'il glissa dans l'enveloppe se trouvant dans sa poche. Mrs. Loomis revint de la cuisine avec un plat de 6 tartelettes à la confiture des plus appétissantes. Comme elle s'en retournait chercher l'inévitable crème, son mari réfléchit rapidement. Pouvait-il se risquer à prendre une tarte dès maintenant? Non, ma belle n'était pas comme la mère oiseau du proverbe qui ne pouvait compter que jusqu'à 2 ou 3. Il pourrait peut-être prétendre que la gourmandise l'avait poussé à engloutir une des tartelettes sans attendre le retour de sa femme. Non, hélas, car elle savait trop bien que la gourmandise n'était pas au nombre de ses faiblesses, et cela n'eût fait qu'éveiller les soupçons de Mabel. Mais la chance était avec lui. Mrs. Loomis était tellement occupée à dénombrer les iniquités de Dinah et de sa mère qu'elle ne faisait attention à rien. À la fin du dîner, Mr. Loomis était parvenu à faire passer une tartelette entière, plus 3/4 d'une autre, dans l'enveloppe. Toute femme raisonnable, et plus d'une qui ne l'est pas tellement, conviendra qu'il y a un moment dans la journée d'un homme, ordinairement le soir après le dîner, où il doit se sentir libre d'aller au café du coin, disputer une partie de fléchettes avec ses camarades, tout en buvant une pinte ou deux de bière.
Mais Mrs. Loomis estimait que lorsqu'un mari ne se trouve pas en sûreté à son bureau, il doit demeurer chez lui. Et Mr. Loomis, qu'il fût ou non de cet avis, était obligé d'en convenir avec elle. Ce soir-là, il s'assit dans son fauteuil devant le radiateur à gaz, maintenant allumé, et feignit d'écouter l'énumération que sa femme faisait chaque jour de ses propres perfections. Mais en réalité, il ne l'écoutait pas, laissant ses pensées vagabonder le long de chemins imprévus et toujours romanesques. Depuis quelque temps, ses pensées s'engageaient de plus en plus fréquemment dans ces chemins, mais l'habitude lui en était venue pour la première fois plusieurs années auparavant, après que sa femme eut découvert la maison de poupée qu'il avait construite pour la petite Lucy Green et eut insisté pour en faire elle-même présent, non point à Lucy Green, mais à un orphelinat à l'entretien duquel elle contribuait pieusement. Pour être demeurée muette, la colère de Mr. Loomis n'en avait pas été moins violente, ni plus prompte à s'apaiser. Le lendemain matin, comme il retirait ses livres du coffre, son regard s'était posé sur une petite bouteille verte se trouvant sur l'étagère des poisons. Sur l'étiquette, on avait écrit le mot santonine. Mr. Loomis n'était pas chimiste, mais il aimait à penser que sa longue association avec Tinker et Smith lui avait donné plus de lumière sur les drogues que n'en possède normalement un profane. Mr. Loomis savait que d'infimes quantités de santonine entraient dans la composition du vermifuge fabriqué par la maison. Il savait aussi que c'était un poison puissant, mais rarement employé, dont les effets étaient capables d'abuser un médecin de quartier, davantage habitué à reconnaître les symptômes d'un empoisonnement par l'arsenic, la strychnine ou le cyanure de potassium. À partir de ce jour-là, la petite bouteille verte avait joué un rôle très important dans les rêves éveillés de Mr. Loomis. Ce n'était rien que des rêves, bien sûr, des hypothèses audacieuses où, par le fait de quelque accident, la bouteille de santonine et Mabel, ces pensées demeuraient dans l'esprit de Mr. Loomis comme autant de symphonies inachevées. Et maintenant, tandis que la voix de sa femme continuait à moudre inlassablement des mots, des songes colorés flottaient devant ses yeux. La petite Dinah Milton et une tartelette à la confiture, la petite Rosie Anderson et son sucre d'orge, Mabel et la petite bouteille verte. Enfin vint pour Mrs. Loomis le moment de se retirer, ce qui permit à Mr. Loomis de se retirer aussi. Non pas immédiatement dans la chambre conjugale, mais d'abord dans son réduit, le seul endroit qu'il put presque dire sien. C'est là qu'il comptait préparer les paquets destinés à Dinah Milton. Juste comme il y rentrait, il entendit la voix de sa femme lui dire depuis la salle de bain:
allume le bec de gaz et le radiateur dans la chambre, Mr. Loomis, et ferme les fenêtres. Il commence à faire un peu frisqué. Mr. Loomis fit comme il lui avait été dit, et puis, ayant également allumé le gaz dans son atelier, il s'assit derrière le petit bureau qu'il s'était construit lui-même. En gardant une oreille tendue en direction de la salle de bain, il sortit les enveloppes de sa poche et fit de leur contenu alimentaire 2 tas bien nets. Puis il les remit dans les enveloppes qu'il ficela. Après quoi, ayant laissé environ 3 mètres de ficelle, il fit descendre les paquets par la fenêtre, de façon qu'ils se balancent un peu au-dessus des chrysanthèmes plantés par sa femme en bordure de la maison. En éprouvant un délicieux picotement d'excitation, il siffla doucement, mais avec insistance, pour signaler à sa jeune complice que la voie était libre. Presque aussitôt, une petite silhouette en chemise de nuit apparut à la fenêtre d'une mansarde dans la maison des Milton. « On peut y aller, papa papy ?» chuchota Dinah. Pour toute réponse, Mr. Loomis fit monter et descendre les paquets de victuailles au bout de la corde, et Dinah disparut de la fenêtre. Mr. Loomis se rendait compte que ce procédé de livraison était mélodramatique et lui faisait courir des risques inutiles. Mais il l'employait parce que cela lui donnait l'impression que Dinah et lui vivaient quelque conte de fées, prince et princesse ligués contre la méchante ogresse qui pouvait surgir à tout instant et les surprendre en flagrant délit. C'était la seule chose qui mit un peu de piment dans sa vie à la maison. Cela donnait une intensité accrue à chacune de ses sensations, un peu comme cela avait été le cas durant les plus terribles jours de Londres sous les bombes. Enfin, une petite forme blanche émergea de la porte située derrière la maison des Milton, et Dinah escalada le mur séparant les 2 jardins. Mettant à profit les ombres, comme un commando expérimenté, la petite fille courut vers la corbeille de chrysanthèmes et s'attaqua à la ficelle, piétinant les fleurs dans son ardeur. Installé à la fenêtre, à la façon d'un pêcheur à la ligne, Mr. Loomis sentit que ça mordait et laissa aller un peu de ficelle. Aussitôt, il entendit claquer la porte de la cuisine et son cœur s'arrêta de battre quand il vit la silhouette de sa femme, massive et formidable, se dresser au milieu de l'étroite allée, coupant toute retraite à Dinah. L'espace d'un moment, l'enfant hésita sur la conduite à adopter. Puis, risquant le tout pour le tout, elle se baissa et fonça sous le bras étendu de Mrs. Loomis. Mais celle-ci était trop vive pour elle. Devinant la tactique de son adversaire, elle laissa tomber son bras avec une agilité surprenante et saisit Dinah par le pan flottant de sa chemise de nuit. « Je vous y prends, ma jolie demoiselle, haleta-t-elle, en train de piétiner mes chrysanthèmes. »
De sa main libre, elle administra plusieurs fortes gifles sur les joues et la tête de Dina. Voleuse, sale petite voleuse! Frémissant sous l'outrage, Mr. Loomis se mit à crier, mais sa voix ne sembla pas porter. Il se précipita alors dans la chambre à coucher et, ouvrant la fenêtre qui se trouvait juste au-dessus de la tête de sa femme, il hurla. « Arrête, ma belle, arrête immédiatement. Cet enfant ne volait pas. Je lui avais dit qu'elle pouvait venir. » Surprise par cette attaque inattendue, Mrs. Loomis leva la tête, relâchant momentanément son étreinte. Dina fut prompte à mettre l'occasion à profit. En se tortillant, elle parvint à se libérer et, abandonnant un morceau de sa chemise de nuit dans la main de son agresseur, lâchant ses paquets, elle fonça vers le mur mitoyen comme si tous les trolls de Grimm et d'Andersen étaient à ses trousses. « Je vais m'occuper de toi dans un instant, Mr. Loomis. » Mais pour toute réponse, Mr. Loomis referma bruyamment la fenêtre de la chambre à coucher et remarqua à peine qu'il faisait voler une des vitres en éclats. N'ayant jamais été aussi en colère de sa vie, il se replia dans son antre pour y soutenir l'inévitable rencontre. Peu après, Mrs. Loomis gravit l'escalier d'un pas conquérant, portant les 2 enveloppes et faisant voler la ficelle derrière elle, telle la queue d'une comète. Son visage était congestionné par la rage. « De la nourriture !» hurlait-elle. « Mon manger! Donnez mon manger à cette fille de... » Les mots explosèrent en un hoquet. Ma belle était depuis quelque temps en proie à des hoquets et ils étaient presque la seule force capable d'arrêter son indignation débordante. « Ce ne sont que des restes, » protesta Mr. Loomis. « Je n'avais pas faim. »« Des restes, mes tartelettes à la confiture, des restes !» Mrs. Loomis parvint de justesse à lancer encore ces mots, mais ils furent son chant du cygne, car un véritable ouragan de hoquets déferla alors sur elle, tout en marmottant vaguement. « Mon indigestion, tu vois ce que tu me fais !» Elle quitta l'atelier et s'en fut en hoquetant dans la salle de bain où Mr. Loomis le savait, elle allait prendre le sédatif que le docteur Heater lui avait prescrit la semaine précédente. Quelques instants après, il l'entendit entrer dans la chambre à coucher, dont elle referma et verrouilla bruyamment la porte. Mrs. Loomis appartenait à la vieille école, croyait que le meilleur moyen de punir un mari était de lui interdire l'exercice de son droit d'époux. Il est peut-être superflu de dire que, pour Mr. Loomis, ce n'était pas une punition, mais un soulagement béni, même si cela le réduisait à choisir entre le lit de la chambre disponible, qui n'était pas fait, ou, alternative qu'il trouvait infiniment préférable, l'étroit divan de son atelier. Mais Mr. Loomis ne se sentait aucunement disposé à se coucher. L'indignation lui donnait du courage. Ses reliefs, soigneusement mis de côté, étaient destinés à Dina, et Dina les aurait. Il rassembla les victuailles éparses
et les remit dans les enveloppes. Puis, sans même prendre la peine de marcher sur la pointe des pieds pour passer devant la porte de la chambre à coucher, il descendit dans la cuisine où il trouva les 2 tartelettes restantes. D'un geste de défi, il les mit dans une des enveloppes et se dirigea vers la maison voisine. En réponse à son coup de sonnette, une assez jolie petite femme, avec une robe rose toute fripée et des cheveux rosâtres dans le plus grand désordre, vint lui ouvrir. Son visage était lourdement maquillé, mais son regard souriant et amical lui donnait un air de naïveté presque puéril. « Oh, hello !» dit-elle. « Vous êtes Mr. Papy, notre voisin, n'est-ce pas? Entrez donc !» Mr. Loomis la suivit dans le vestibule, balbutiant une excuse pour ce qu'avait fait sa femme. Il offrit les enveloppes destinées à Dinah en exprimant l'espoir qu'elle n'ait pas eu trop à souffrir de la rencontre. Voilà donc la raison de tout ce tapage. Mrs. Milton eut un rire insouciant et regarda à l'intérieur d'une des enveloppes. Des tartelettes à la confiture. Qu'est-ce qu'une tarte ou deux sur les oreilles si l'on a des tartelettes à la confiture? Je vais les monter à Dinah pendant que vous allez vous installer ici. Elle lui montra la porte ouverte du living room qui, lorsque Mr. Loomis y entra, se révéla chaud et intime avec cette agréable odeur qu'ont les salles d'auberge. Un air joyeux s'échappait du poste de radio et, sur la table, il y avait plusieurs bouteilles de bière, les unes pleines, les autres vides. À son entrée, un homme énorme se leva. « Je m'appelle Potts, dit-il en tendant une grande main calleuse. Al Potts, enchanté de faire votre connaissance. » Mr. Loomis murmura son nom et signifia que le plaisir était réciproque. « Ainsi donc c'est vous, papy, hein? Dinah n'arrête pas de parler de son papa-papy. » Al Potts cligna de l'œil et servit un verre de bière. « Tenez, buvez un coup, papy. » L'espace d'un instant, Mr. Loomis hésita. Il n'avait pas touché à une boisson alcoolisée depuis l'époque où il était chef d'îlot. Mais il vivait une soirée sans précédent où tout lui semblait permis. « Merci, Mr. Potts, ce n'est pas de refus. » Tandis qu'il s'asseyait et goûtait sa bière, Al poursuivait. « Dinah n'arrête pas de dévorer, mais à l'époque actuelle, on ne peut pas lui en vouloir. Aucun de nous n'a suffisamment d'aliments solides. Mais pour ma part, je suis davantage porté sur les liquides. » Il rit de bon cœur à sa propre plaisanterie et vida son verre. Sur ces entrefaites, Mrs. Milton revint. Dinah remercie bien son papa-papy et lui envoie un gros baiser. Elle regarda Potts d'un air espiègle. « Qu'est-ce que tu dirais si je le lui donnais, Al ?» Al grommela d'un air bon enfant. Et elle m'a aussi chargé d'un autre message pour une autre personne, mais en employant des mots qu'une enfant ne devrait pas connaître. Aussi, je lui ai dit de se taire et de manger ses tartelettes. La bière faisait un peu tourner la tête de Mr. Loomis. Ma belle n'avait pas à gifler cette petite. Je le lui ai dit moi-même, oui, je le lui ai fait nettement comprendre, et elle se le tiendra pour dit, dit Mr. Loomis
en gonflant sa maigre poitrine. Vous le lui avez dit, fit Mamie admirative. Parfaitement que je le lui ai dit. Et elle est allée se coucher, en verrouillant la porte de la chambre. Eh bien, fit Mamie, et Al remplit le verre de Mr. Loomis. À mesure qu'augmentait la chaleur engendrée en lui par la bière, Mr. Loomis sentait que l'histoire valait la peine d'être enjolivée. Il lui était inhabituel et agréable d'avoir un auditoire sympathique. La camaraderie qui lui témoignait était extrêmement réconfortante, et ils ne tardèrent pas à bavarder comme de vieux amis. Al, qui était un entrepreneur à la petite semaine, déclara n'être pas satisfait des actuelles conditions de travail en Angleterre et annonça sa décision d'émigrer en Australie. Avec un large sourire, il confia à Loomis qu'il s'efforçait de persuader Mamie de l'épouser et de le suivre là-bas. Mamie éclata de rire, le traitant de farceur et de roublard. Puis, plus tard, après une autre tournée de bière, elle s'assit sur ses genoux. Mr. Loomis trouvait délicieuse cette atmosphère de liberté et de détente. Et durant tout ce temps, comme en une rhapsodie, subsistait la pensée que la petite fille, sa faim rassasiée par les tartelettes à la confiture, pelotonnée là-haut dans son lit, dormait heureuse, rêvant peut-être à son papa-papy. Dans cette euphorie, Mr. Loomis perdit la notion du temps et ne fut ramené à la réalité que lorsqu'une voix à la radio diffusa le message habituel. Les habitants du quartier de Pimlico sont de nouveau avertis que, en raison de la pénurie actuelle de charbon, le gaz sera coupé dans 3 minutes, à 11 heures précises. Le service en sera repris demain matin à 5h30. Si votre gaz est actuellement allumé, que ce soit pour l'éclairage, le chauffage ou la cuisine, fermez immédiatement votre compteur. Eh bien, s'exclama Mr. Loomis au sein de sa douce euphorie, déjà 11 heures. Je n'ai pas senti passer le temps. En dépit de son hôtesse, qui le suppliait de boire encore un dernier verre, Mr. Loomis prit congé et se retrouva dans son vestibule obscur et glacé. Cette sensation de froid qui lui était familière et le fait de savoir que, au lieu de Dinah, Mabel était endormie au premier étage, ne doucha aucunement Mr. Loomis. Il savait que, au matin, Mabel redeviendrait une réalité. Mais on n'était pas encore au matin. Il gravit l'escalier dans l'obscurité et chercha à tâtons le chemin de son divan où il sombra dans un chaud sommeil. Toute la nuit, il rêva d'enfant, et le plus beau de ses rêves fut celui où il se vit, marchant sur la plage de Burnham-on-Sea, donnant une main à Dinah et l'autre à la petite Rosie Henderson. Les deux petites filles suçaient des sucres d'orge roses. Ils jouaient sur le sable, barbotaient dans l'eau, construisaient des châteaux et montaient à dos d'âne. Puis, quelque chose se gâta dans le rêve. Un grand nuage pourpre se formait au-dessus de la mer qui fondit sur eux. Les fillettes qui s'ébattaient et dansaient ne semblaient pas y prendre garde. Mr. Loomis, lui, savait qu'il s'agissait de quelque nouvelle et horrible invasion par les gaz. Il essaya de crier pour avertir les petites. « Les gaz, les gaz !»
mais sa voix ne s'entendait pas. Il se souleva dans un puissant effort pour s'arracher aux tentacules du rêve qui l'immobilisait. Puis, il eut conscience d'un choc et s'éveilla sur le plancher, s'étant débattu jusqu'à rouler à bas de son étroit divan. Il jeta un vague coup d'œil à sa montre et vit, dans la maigre clarté du matin, qu'il était 6 heures moins 25. Il s'assit sur le parquet et renifla. Encore à demi immergé dans son rêve, il eut l'impression de sentir une odeur de gaz. Absurde, bien entendu. Mais était-ce tellement absurde au fait? Mr. Loomis retint sa respiration et prêta l'oreille. Oui, impossible d'en douter. Il distinguait un léger sifflement en provenance du bec de gaz placé au-dessus de son bureau. Et l'odeur devenait de plus en plus forte. En un éclair, il se remémora les plaisirs inhabituels que lui avait apportés la nuit précédente. Avant de se rendre chez les Milton, il avait allumé le gaz dans son réduit, mais son retour avait été marqué par une telle euphorie qu'il avait complètement oublié, la compagnie ayant coupé le gaz, que le robinet était resté ouvert. Il se précipita pour le fermer. Le sifflement cessa. Puis il ouvrit la fenêtre toute grande, laissant entrer le souffle glacé du matin. Tout ému, mais gonflé d'importance à l'idée d'avoir frôlé de si près la catastrophe, Mr. Loomis mit ses pantoufles de tapisserie, enfila sa robe de chambre et sortit dans le couloir en refermant derrière lui la porte de son réduit. Comme à l'accoutumée, il se rendit dans la cuisine et remplit la bouilloire pour préparer le thé matinal dont il avait l'habitude de monter une tasse à sa femme. Comme il approchait une allumette enflammée du réchaud à gaz, ce geste fit vibrer une autre corde en sa mémoire. La veille au soir, avant la dispute, il avait, à la demande de sa femme, allumé le radiateur à gaz dans la chambre. Ma belle avait le sommeil lourd et s'endormait dès qu'elle avait posé la tête sur l'oreiller. Elle laissait invariablement le gaz allumé, s'en remettant à Mr. Loomis pour l'éteindre quand il montait se coucher, ce qui, en circonstances normales, se produisait bien avant l'injonction que la compagnie lançait à 11 heures. En outre, ma belle, avant de se coucher, avait pris un des sédatifs prescrits par le docteur Heater. Et bien qu'elle eût verrouillé la porte pour que son mari ne pût entrer, elle avait très certainement dû s'endormir sans penser à éteindre le gaz. Obéissant à un réflexe automatique, Mr. Loomis sortit de la cuisine en un clin d'œil et l'anxiété lui fit gravir les marches en courant. Il atteignit la porte de la chambre et, en s'immobilisant hors d'haleine sur l'épais paillasson qui en garnissait le seuil, il tourna la poignée. La porte résista. « Ma belle !» appela-t-il. « Ma belle !» Il n'y eut pas de réponse. Mr. Loomis renifla. Ses narines étaient encore imprégnées de l'odeur du gaz qu'il avait respiré dans son petit bureau. Mais incontestablement, il y avait là une autre fuite. L'odeur filtrait sous le bas de la porte. Ma belle dormait toujours avec les fenêtres fermées. Elle devait être en train de s'asphyxier durant son sommeil. « Ma belle !» Mr. Loomis secoua en vain la poignée de la porte, puis s'affaira à chercher quelque chose qui lui permit de défoncer les épais panneaux de bois. La panique s'empara de lui, puis l'abandonna, cédant la place à une sorte de crainte respectueuse, comme si M. Loomis
se trouvait soudain en présence de la destinée elle-même. Mabel avait verrouillé la porte pour l'empêcher d'entrer. Mamie et Al étaient au courant du fait. C'était Mabel elle-même qui était responsable de toutes les petites actions quotidiennes qui avaient cet instant pour conséquence. Le rêve où il se complaisait, le rêve où la bouteille de santonine jouait un rôle, ce rêve même, dans ses instants les plus roses, nécessitait toujours de la part de Mr. Loomis un acte agressif qui lui était impossible. Mais le rêve était devenu réalité. Par quelque obscure manœuvre du destin, Mabel et la bouteille de santonine, cette dernière muée en radiateur à gaz, étaient entrées en contact, et de façon telle qu'il n'avait pas même été demandé à Mr. Loomis un commencement d'exécution. Pas d'intervention de sa part, pas besoin de courage, ni d'habileté, pas de risque. Durant un long moment, Mr. Loomis demeura complètement immobile. Lentement, il sentit un plaisir terrible et secret s'insinuer en lui comme une souris. Délibérément, il se baissa, prit le paillasson et le colla étroitement à la fente se trouvant entre le bas de la porte et le parquet. Il s'immobilisa de nouveau, respirant l'odeur piquante qui, maintenant, allait s'affaiblissant, et il éprouva alors une sensation beaucoup plus enivrante que celle ressentie lorsque Dinah avait joué les poissons pris à l'hameçon. Puis il s'en retourna dans la cuisine et prépara le thé. Il l'emporta dans le living-room et s'assit dans le moins inconfortable des fauteuils. La froide clarté du matin révélait la sentence brodée qui était suspendue au-dessus de la cheminée. « Seigneur, tu me vois !» Mr. Loomis s'approcha et soigneusement tourna le cadre face au mur. Puis il se rassit et prit sa tasse de thé. Jamais, durant toute sa vie, il ne s'était senti aussi important. On ne saura jamais, on ne peut même imaginer quelles pensées traversèrent l'esprit du docteur Crippen immédiatement après qu'il eut tué sa femme et disposé de ses restes dans la cave. On frémit à supposer les visions qui passèrent par le cerveau gauchi de George Joseph Smith après qu'il eut noyé ses différentes épouses dans de sordides baignoires de fer blanc. Le cerveau d'un assassin est un livre clos que ne peuvent ouvrir les doigts impies de citoyens moyens comme nous, qui n'avons peut-être jamais eu la tentation de perpétrer ce crime, le plus spectaculaire et le plus noir des forfaits. Et c'est pourquoi on ne peut, on n'ose pas tenter de dépeindre avec précision le processus mental de Mr. Loomis durant qu'il était assis dans son living-room froid et hostile, mais si scrupuleusement propre, dégustant à petites gorgées sa seconde puis sa troisième tasse de thé. Peut-être pensait-il simplement à l'histoire absurdement convaincante qu'il raconterait aux autorités quand on viendrait enquêter. Peut-être songeait-il aux humiliations, aux privations morales dont il avait souffert par le fait de sa femme. Peut-être rêvait-il de Miss Anderson, d'un avenir vaguement heureux, où ils pourraient fonder ensemble une dynastie de petites filles, ou peut-être jouait-il seulement avec cette sensation si nouvelle et si étrange d'être un assassin. Par le fait d'avoir déplacé un paillasson,
au lieu de défoncer une porte. Il avait irrévocablement rejoint cette confédération de tueurs conjugaux qui se situe entre deux mondes, aux côtés de Crippen, Smith, Greenwood, Armstrong et Landru. Et durant qu'il demeurait assis là, tandis que les bruits de Londres commençaient à croître au dehors, il regardait sa montre de temps à autre. 6h20, 6h45. Mabel se levait toujours à 7h pour préparer le petit déjeuner. Que pourrait-on penser, par la suite, si son mari ne s'était pas aperçu du drame à cette heure-là? Mr. Loomis reposa sa tasse et passa dans le vestibule. Il regarda nerveusement vers le haut de l'escalier. Une anxiété presque identique à l'inquiétude qu'il aurait pu éprouver en ne voyant pas paraître sa femme s'empara de lui. Ne se rendant presque plus compte s'il jouait ou non la comédie, Mr. Loomis se précipita hors de chez lui, courut vers la porte voisine des Milton, qu'il se mit à marteler de ses poings. Enfin, Mamie parut, enveloppée dans un peignoir chiffonné, sa chevelure rosâtre tout ébouriffée. « Vite !» haleta Mr. Loomis. « Ma femme, le gaz, porte fermée, téléphonez au docteur. Hitter, vite !» Mamie comprit aussitôt la situation. « Hal, descends vite !» hurla-t-elle. Elle était au téléphone quand Hal, encore mal éveillé, dévala l'escalier tout en achevant de boutonner son pantalon. Il ne fallut que quelques secondes aux deux hommes pour retourner chez Mr. Loomis. « Cette porte-là !» balbutia Mr. Loomis devant la chambre de sa femme. « Elle l'a verrouillée. Je vous l'avais dit, le gaz !» Il sentait le gaz. Il vit le corps massif d'Hal se lancer contre la porte fermée. Il entendit les gonds craquer. Mais soudainement, tout cela parut être un spectacle se déroulant en quelques points éloignés de l'univers. De nouveau, Hal se jeta contre la porte. Mr. Loomis entendit l'éclatement du bois, eut conscience que l'odeur du gaz devenait plus forte. Puis, le paillasson brun et rose fusa vers lui et le frappa au visage. Quand Mr. Loomis reprit connaissance, il était étendu au rez-de-chaussée, sur le petit divan inconfortable du living-room. Il eut conscience d'une grande confusion mentale et d'une crainte vague. Il réalisa également que Mamie était assise près de lui et bassinait son front douloureux. Juste dans son champ de vision se trouvait le texte surmontant la cheminée. Quelqu'un avait dû à nouveau retourner le cadre, car « Seigneur, tu me vois ?» lui faisait face. Là, il prit conscience de la piquante odeur des sels qu'on lui faisait respirer. « Allez, maintenant, buvez un peu de ça. » Mr. Loomis avala une gorgée de brandy et parvint à demander « Est-ce que Mabel va bien ?» Mamie abaissa son regard vers lui et il vit que ses bons yeux bruns étaient emplis de pitié. « Il vaut mieux que ce soit moi qui vous l'apprenne plutôt que le docteur. Elle est morte, la pauvre. » Au sein du maelstrom d'émotions éprouvées par Mr. Loomis, l'émerveillement dominait. Mabel, qui semblait indestructible, était morte. La chose qu'il considérait comme un rêve impossible s'était réellement produite. Et maintenant qu'il avait aidé à son accomplissement, il se rendit compte, avec une lucidité perverse, que c'était l'unique réussite de sa vie. Il n'avait réussi ni comme mari, ni comme père. Il n'avait même pas réussi à devenir quelque chose
de vraiment important chez Tinker et Smith. Il lui restait à découvrir sa véritable vocation d'assassin. Un petit assassin, peut-être, un assassin uniquement bon à pousser les paillassons, mais un assassin qui avait réussi. Cette joie intime qui l'avait envahi quand il s'était immobilisé pour la première fois devant la porte de la chambre s'insinua de nouveau en lui. Qui pourrait le traiter désormais de pauvre petit homme? Mamie lui avait pris les mains et lui prodiguait un réconfort qui s'exprimait par de petits bruits de bouche. Il s'abandonna avec volupté à cet apitoiement. Quelques instants plus tard, le docteur Heater entra dans la pièce. Mr. Loomis, qui n'avait pas encore eu l'occasion de voir le nouveau médecin de sa femme, eut l'impression d'un jeune homme solennel, au visage grave, disant d'une voix précise: Mr. Loomis, je désire vous assurer de ma plus profonde sympathie. Je tiens aussi à vous rassurer. Mr. Potts m'a fait part de votre petit différend domestique d'hier soir. Il craint que vous vous jugiez responsable de n'avoir pas fermé le gaz et par suite de la tragédie elle-même. En premier lieu, poursuivit le médecin, une vitre de la fenêtre était brisée. Cela eût suffi à empêcher une concentration mortelle du gaz. Mais il se trouve que nous n'avons pas à tenir compte du gaz, car votre femme n'est pas morte asphyxiée. Mr. Loomis comprit enfin le sens des mots et il se revit claquant la fenêtre la veille au soir après avoir crié à Mabel de lâcher Dinah. Oui, bien sûr, il avait brisé la vitre. Dérouté, il hasarda: Elle n'est pas morte? Asphyxiée? Non. Comme vous le savez, votre femme était venue me consulter il y a quelques jours pour ce qu'elle croyait être de l'indigestion. Je l'examinai et diagnostiquai un mauvais état cardiaque. Je lui prescrivis des sédatifs et lui conseillai vivement de s'éviter toute fatigue ou surexcitation. L'incident qui l'opposa à la petite fille hier soir s'est probablement révélé trop violent pour elle. Elle a dû avoir une crise cardiaque peu après s'être enfermée dans la chambre. Elle était certainement morte depuis plusieurs heures quand le gaz a commencé à se répandre dans la pièce. Mr. Loomis, qui écoutait et comprenait, se mit à frissonner. Mamie lui passa son bras autour des épaules en un geste de consolation. Et par conséquent, poursuivit le docteur Heater, de son ton spécialement étudié pour les occasions tristes, vous n'avez aucune raison de vous reprocher votre négligence. Et si, à la lumière de votre petit désaccord d'hier soir, vous étiez enclin à douter de l'affection de votre femme, je puis également vous tranquilliser l'esprit sur ce point. Quand je l'informai de l'état de son cœur, elle insista pour que je ne vous en parle point. Elle me dit que vous aviez vos soucis du bureau et qu'elle ne voulait pas être pour vous une source supplémentaire d'anxiété. C'était une brave femme, conclut-il, en posant sa main sur la manche de Mr. Loomis. Mais ce ne fut pas tout, loin de là. Le docteur Heater parla encore d'une façon qui parut interminable, du certificat de décès, du fait qu'une enquête ne serait pas nécessaire,
des dispositions à prendre pour l'enterrement. Il y eut d'innombrables coups de téléphone, et pendant ce temps, Al et Mamie ne cessèrent de lui prodiguer le réconfort de leur amitié en s'occupant de tout. Mr. Loomis dorloté, à grand renfort de tasses de thé et de petits verres de brandy, passa cette journée dans une sorte de torpeur éveillée. Mais enfin, ce fut fini et il se retrouva seul. Il se tenait debout au milieu de la pièce, les bras ballants. La clarté grise du crépuscule, entrant par la fenêtre, semblait se jouer autour du texte encadré qui surmontait la cheminée. Mr. Loomis fit soudain une constatation qui le frappa comme une balle de revolver traversant sa chair. Il avait échoué aussi en tant qu'assassin. Son intervention avait grotesquement échoué. Mabel était morte comme elle avait vécu de sa propre initiative. Il n'avait été qu'un petit homme ridicule, gonflé d'importance, qui avait poussé un paillasson sans plus d'effet qu'un enfant poussant un jouet. Il lui sembla entendre à nouveau la voix du docteur. Elle ne voulait pas être pour vous une source supplémentaire d'anxiété. C'était une brave femme. Mr. Loomis se sentit aussi creux et desséché qu'une gousse de graines en automne. La mort dans l'âme, il regarda le texte qui était devant lui. C'était un mensonge. Dieu lui-même ne pouvait pas le voir, il était trop petit. Tout le monde fut très gentil. Tinker et Smith insistèrent pour qu'il prît 2 semaines de congé. Miss Anderson lui écrivit une petite lettre de condoléances. Dinah Milton, maintenant que l'ogresse reposait dans le cimetière de Pimlico, gambadait librement d'une maison à l'autre. Puisque Mamie, qui, au mieux, pouvait être qualifiée de mère négligente, était de plus en plus avec Al, il y avait des heures d'ineffable bonheur où Mr. Loomis emmenait la petite fille promener dans Kensington Gardens et la gorgée de friandises chez Lyons. Peu à peu, il en vint à penser que le destin, s'il lui avait daigné toute importance, lui accordait peut-être des compensations. Mais le dernier soir de ses vacances, après qu'il eut endormi Dinah en lui lisant Blanche-Neige, ce nouveau bourgeon d'espoir fut brutalement détruit. Al et Mamie, le visage rendu rayonnant par la joie et la bière, lui annoncèrent que Mamie avait finalement consenti à épouser Al. Ils émigreraient ensemble. Le bateau pour l'Australie partait bientôt et les papiers d'Al suffiraient également pour sa femme comme pour Dinah. Mr. Loomis parvint à balbutier des félicitations, mais quand il se retrouva dans le lit conjugal, seul et incapable de dormir, il ressentit tous les affres de son désenchantement. Dinah avait été une étincelante récompense qu'on n'avait fait briller à ses yeux que pour la lui ravir aussitôt. L'avenir s'étendait devant lui, vide et désolé. Mais insensiblement, la pensée de Rose Anderson s'enhardit à venir le réconforter. Des images romanesques traversèrent son esprit, tandis qu'il se retournait sur l'oreiller. Miss Anderson
assise derrière son bureau, relevant la tête et lui montrant toutes ses belles dents blanches et un sourire de joie quand elle le verrait revenir le lendemain matin. L'exquise confusion de Miss Anderson quand il la remercierait de sa lettre. Miss Anderson assise, peut-être, en face de lui, dans un petit restaurant. Oh, Mr. Loomis, j'attendais cela depuis des années, mais jamais je n'aurais pensé. Pourquoi pas? Pourquoi cela ne se produirait-il pas? Est-ce que le rêve de la Santonine n'était pas devenu réalité? Il lui semblait maintenant certain que ces nouvelles songeries ne faisaient qu'anticiper sur l'avenir. Mr. Loomis sortit de son lit et alla chercher la photographie dans son portefeuille. Il n'eut pas besoin d'allumer le bec de gaz pour retrouver jusqu'au moindre détail de ce corps enfantin, le regard pensif et la gravité que Rosie apportait à sucer son sucre d'orge. Il mit la photographie sous son traversin et sombra dans un sommeil apaisant. À 2h moins un quart exactement, le lendemain après-midi, Mr. Loomis passait devant la porte ouverte du bureau de Mr. Tinker et vit, comme il l'avait espéré, que Miss Anderson s'y trouvait, occupée à ranger des papiers. Il franchit le seuil et elle releva la tête. « Oh, Mr. Loomis, je ne vous avais pas vu. » Mr. Loomis ne la voyait pas, lui non plus. Il voyait quelque chose issu de ses rêves, une créature de conte de fées, qui était à la fois une petite fille aux jambes nues et la mère d'autres petites filles aux jambes nues encore à naître. Je désire vous remercier pour le témoignage de sympathie que vous m'avez adressé, Miss Anderson. J'en ai été profondément touché. Miss Anderson rosit. Oh, c'était bien la moindre des choses. Cela commençait de façon si semblable au dialogue dont Mr. Loomis avait rêvé, qu'il s'enfonça encore davantage dans l'irréalité. Il n'était plus le comptable qui venait de perdre sa femme, et elle n'était pas Miss Rose K. Anderson, directrice du service de la mer. Ils étaient deux personnages de conte bleu. Je me demandais, Miss Anderson, si vous voudriez me faire, un de ces soirs, le grand plaisir de dîner avec moi. De rose, le visage de Miss Anderson vira au carmin. Ma foi, je suis sûr que ce serait charmant, mais je vis avec ma mère. Elle est âgée et pas très forte. Toujours, Dans un petit restaurant français, dit Mr. Loomis, poursuivant sa cour pour le bon motif. À Sceaux, peut-être, un gentil petit dîner, avec de bons vins. Miss Anderson tapota nerveusement le nid de cigogne surmontant ses épaisses lunettes. Des vins? Je ne bois jamais de vin, Mr. Loomis. Et vraiment, ne trouvez-vous pas ceci un peu prématuré, si vite après que votre femme... J'ai gardé ceci, avoua Mr. Loomis, en sortant la photographie de son portefeuille. Une charmante petite fille aux jambes nues. Oh, Miss
Henderson lui arracha la photo des mains. « Vraiment, Mr. Loomis !» Le ton de sa voix contrasta péniblement avec la rêverie de Mr. Loomis. Il se rendit vaguement compte que l'entretien ne progressait pas comme il aurait dû. Il battit des paupières et vit alors seulement Miss Henderson telle qu'elle était vraiment, rouge de confusion, ses yeux le regardant d'un air scandalisé, comme si elle le soupçonnait d'être ivre. « Miss Henderson, je ne voulais aucunement suggérer. Vraiment, Mr. Loomis, ceci est extrêmement gênant. Je pense préférable que nous oublions tous deux cet incident. » Et voilà, les mots avaient été prononcés et ne pouvaient plus être retirés. Mr. Loomis s'inclina devant ce qu'ils avaient d'irrémédiable et, avec cette lucidité dont il souffrait si souvent maintenant, il se rendit compte que son dernier rêve avait été aussi vain que les autres. Il était trop tard pour rechercher la petite fille de la photographie dans la demoiselle d'un certain âge qu'était devenue Rose K. Henderson. 30 ans trop tard. « Oui, Miss Henderson, dit-il humblement, comme naguère il disait « Oui, ma belle ». Toujours en proie à cette lucidité glacée, il s'en retourna dans son bureau et s'assit devant son grand livre ouvert. Dinah était partie, la petite Rosie Henderson n'était plus qu'une photographie effacée. Pour la première fois, Mr. Loomis se rendait compte qu'en perdant sa femme, il avait perdu la seule chose qu'il eût vraiment possédée. En dépit de son acrimonie et de ses reproches perpétuels, Mabel avait été la charpente de son existence. Sans cette charpente, tout s'effondrait. Il n'y avait plus que le néant. Peut-être, s'il l'avait tuée, aurait-il éprouvé quelque perverse satisfaction d'y être parvenu, et cela l'aurait aidé à lui survivre. Mais il n'avait fait qu'essayer de la tuer, n'y avait pas réussi et l'avait perdue néanmoins. Mr. Loomis fit un effort pour renouer avec les entrées de son grand livre qui, naguère, avaient été pour lui comme des amis, mais même là, son attente fut déçue, et il commença à réaliser que son plaisir de travailler chez Tinker et Smith était indissolublement lié à sa crainte de rentrer chez lui. Maintenant, la crainte avait disparu et n'avait été remplacée par rien. Mr. Loomis se battit avec le grand livre. Pendant des heures, lui sembla-t-il, il compta et recompta la même colonne jusqu'à ce que les petits chiffres si précis, qui étaient des livres, des shillings et des pence, se missent à danser devant ses yeux comme des lutins. Inutile d'insister. Il ferma le registre et, automatiquement, l'emporta vers le coffre-fort. Il ouvrit la lourde porte et mit le registre à sa place habituelle. Ce faisant, son regard se posa sur l'étagère des poisons, sur la petite bouteille verte contenant les cristaux de santonine. Il sut immédiatement ce qui lui restait à faire. Bien que cela n'eût jamais fait partie de ses rêves éveillés, Mr. Loomis eut l'impression d'avoir déjà répété 1 millier de fois ce qu'il fit ensuite. Il prit la bouteille
fit tomber des cristaux dans le creux de sa main, puis remit la bouteille sur l'étagère. Il referma soigneusement le coffre et, sortant dans le couloir, s'en fut au lavabo. Les cristaux fondirent rapidement dans le gobelet de papier rempli d'eau. Mr. Loomis le porta à ses lèvres et but. Quand il sentit le goût amer dans sa bouche, il éprouva une sensation qui était presque du soulagement. Peut-être se rendait-il vaguement compte que, dans cette entreprise, du moins, il ne pouvait pas échouer. Après avoir jeté le gobelet vide dans la corbeille à papier, Mr. Loomis retourna dans son bureau et s'assit pour attendre. Il ne ressentait plus rien à présent. Il avait lu quelque part que le premier symptôme d'un empoisonnement par la santonine était une hallucination visuelle où tout semblait coloré en jaune. Sur le mur, en face de lui, il y avait un calendrier. Jusqu'alors, Mr. Loomis l'avait à peine regardé. On y voyait une charmante maisonnette à toit de chaume, près d'un ruisseau. Un petit garçon, ou bien était-ce une petite fille, était assis au bord de l'eau, occupé à pêcher. La clarté du jour déclinant baignait cette scène dans une calme lumière dorée. Mr. Loomis se rendait parfaitement compte que quelqu'un était entré dans la pièce. Il savait même que c'était Miss Griffin, une des jeunes dactylos, et quand elle dit « Il y a un monsieur qui voudrait vous voir, dois-je le faire entrer ?» Il entendit et hocha affirmativement la tête. Miss Griffin et le bureau étaient magnifiques, ainsi baignés par la clarté dorée du soleil qui se couchait sur le calendrier. Quand la mince Miss Griffin fut remplacée par une silhouette massive, Mr. Loomis reconnut immédiatement Hal Potts. Il ne s'étonna pas que Hal se trouvât là dans son bureau. Il fut seulement un peu surpris que le beau-père de Dinah rayonnât d'une aussi céleste clarté. « J'espère, papy, que vous ne m'en voudrez pas de venir ainsi vous trouver à votre bureau. » Mr. Loomis entendit distinctement les paroles et, de nouveau, marqua d'un hochement de tête sa royale mansuétude. « Je voulais vous parler avant que vous rentriez chez vous. Il s'est passé différentes choses et je suis venu vous demander une faveur. » Hal s'appuyait tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, ours dansant dans un monde doré. « Voici, papy, mamie et moi avons annoncé la nouvelle à Dinah aujourd'hui. Elle a pris ça vraiment mal et ça a duré toute l'après-midi. Elle n'a cessé de sangloter, disant qu'elle ne voulait pas aller dans cette sale vieille Australie, qu'elle ne voulait pas quitter son papa-papy. » Mr. Loomis était aussi léger qu'un bout de papier voltigeant dans l'air, toujours plus haut. Mais il écoutait, et le bonheur voltigeait avec lui. « Je ne suis pas arrivé à lui faire entendre raison, » poursuivait Hal Potts. Et tandis qu'elle continuait à sangloter, mamie et moi avons réfléchi. Pour commencer, la vie là-bas sera dure, ce n'est guère la place d'une enfant, et l'on n'aura pas beaucoup de temps de s'occuper d'elle. Aussi, en voyant combien Dinah aimait son papa-papy,
nous nous sommes demandé si vous n'accepteriez pas que nous vous la laissions, disons une année, jusqu'à ce que nous soyons installés. Si vous acceptiez, vous nous rendriez un grand service, conclut Alpotz, et Dinah serait heureuse comme tout. La joie était maintenant si intense qu'elle confinait à une sorte d'agonie. Tout était rayonnant, des rayons d'or. Dinah ne quitterait pas son papa-papy. Dinah serait à lui en fin de compte. L'or était du sable, une vaste étendue de sable doré le long d'une mer estivale. Dinah sautait et gambadait, nattes au vent, tandis que les mouettes volaient au-dessus d'elle dans un ciel d'or. Ah, elle se retournait, elle courait vers lui, et voilà qu'une autre fillette se mettait à courir près d'elle, une petite fille au grave visage, tenant un sucre d'orge à la main. Se pourchassant en riant, Dinah et Rosie approchaient de plus en plus. Extasié, Mr. Loomis étendit les bras vers elle. « Hé, papy !» s'exclama Alpotz. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous » ? « Heureux, dit Mr. Loomis, dont les bras étendus s'abattirent sur le bureau. Si heureux. Et, comme sa tête tombait sur ses mains, la pendule du bureau sonna 5 heures.